Bonjour et bienvenue au Synology Partner Online Training. Le programme Spot propose des webinaires à tous les partenaires Synology afin d'explorer plus en détail les solutions Synology. Le webinaire d'aujourd'hui portera sur la reprise d'activité en cas de sinistre et les solutions que nous proposons pour y pallier. Commençons dès maintenant et examinons l'agenda du jour. En premier lieu, je voudrais vous présenter que signifie un désastre au regard des données dans l'entreprise et les risques que cela peut poser. Dans une première partie, nous allons voir les possibilités de sauvegarde offertes par les solutions Synology et comment mettre en place une stratégie de sauvegarde au sein de l'entreprise. Nous verrons comment mettre en place le Synology en tant que destination de sauvegarde, mais également en source de sauvegarde. Dans une deuxième partie, nous verrons les possibilités de sauvegarde serveur, notamment sur la sauvegarde de la configuration et la sauvegarde des lunes sur le clonage et les instantanés. Dans une troisième partie, nous verrons des solutions de sauvegarde cloud, notamment Cloud Sync et sauvegarde cloud. Finalement, nous verrons une étude de cas sur Leica Geosystem et les solutions qui ont été mises en place pour leur stratégie de sauvegarde. Que signifie un désastre au regard des données dans l'entreprise? C'est une perte des données qui ralentit ou stoppe l'activité d'une société, ce qui influe donc sur sa compétitivité et peut entraîner la fin de l'entreprise. La question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces crises et désastres arrivent? Eh bien, plus de 80% des chefs d'entreprise du Fortune 500 s'attendent à une crise majeure dans les 5 prochaines années. Et pourtant, seulement 7% de ces dirigeants prennent des mesures pour s'y préparer. L'idée reçue la plus courante avant une crise majeure ou un désastre est de dire que cela n'arrive qu'aux autres, ou que cela n'est pas possible. La mission est donc de faire comprendre la nécessité de créer une stratégie de sauvegarde à tous les niveaux de l'entreprise, et nous allons donc voir un aperçu des différents moyens possibles pour une reprise d'activité en cas de désastre. Premièrement, première clarification, que le RAID n'est pas une sauvegarde. Un RAID miroir, par exemple, réplique aussi les erreurs, comme par exemple des fichiers supprimés. Un RAID ne protège pas du vol, du feu ou d'un dégât des eaux. Et un RAID peut également parfois casser. La sauvegarde est donc une nécessité. Notre deuxième partie, sur les possibilités de sauvegarde avec Synology. Premièrement, nous allons voir comment mettre en place le Synology NAS en tant que destination de sauvegarde. Ensuite, nous verrons le Synology NAS en tant que source de sauvegarde. En tant que destination de sauvegarde pour PC, vous pouvez utiliser Synology Cloud Station, qui est une application qui permet de synchroniser différents postes de travail avec votre Synology NAS. Dans cette application, vous avez un versionning des données des fichiers et donc vous permet de remonter jusqu'à 32 versions de fichiers. Également, moyen méconnu, les Synology NAS peuvent être utilisés comme destination de sauvegarde avec tout logiciel utilisant le protocole CIFS, et il y a un utilitaire de sauvegarde directement intégré à Windows qui vous permet à la fois de sauvegarder vos documents et la configuration de votre PC sur une destination réseau. Vous pouvez donc utiliser votre Synology NAS pour sauvegarder vos postes de travail Windows directement à partir de Windows. Vous pouvez voir ici une capture d'écran de FileStation, donc d'un Synology NAS, et la sauvegarde, la configuration du PC Windows a été sauvegardée directement dans le Synology NAS. À gauche, vous avez donc l'arborescence du poste de travail, et vous pouvez voir à droite le contenu du bureau du poste de travail sauvegardé. Nous allons voir maintenant que le Synology NAS peut être utilisé en tant que destination de sauvegarde pour Mac. La sauvegarde de Mac est un cas particulier. Il y a une application intégrée directement au Mac, appelée Time Machine, qui vous permet de sauvegarder la configuration et les données de votre Mac sur un point réseau. Pour pouvoir utiliser Time Machine avec votre Synology NAS, vous avez une procédure à suivre dont je vais vous indiquer
dès à présent. Premièrement, il vous faut, dans le panneau de configuration, onglet service de fichiers, activer le service de fichiers MAC, donc qui est le protocole AFP. Une fois que cela est fait, vous devez créer un dossier partagé dédié à la sauvegarde Time Machine, que vous pouvez appeler Time Machine Folder pour plus de simplicité. Ensuite, il est conseillé de créer un utilisateur spécialement dédié à la sauvegarde. En l'occurrence, ici vous pouvez voir que nous avons créé un utilisateur appelé TM-User pour Time Machine User. Comme je l'ai mentionné précédemment, la sauvegarde Time Machine va utiliser tout l'espace disponible dans une sauvegarde pour effectuer sa sauvegarde. Afin de pouvoir conserver de l'espace sur votre Synology NAS et que la sauvegarde ne prenne pas toute la place disponible sur votre NAS, vous devez y affecter un quota. En l'occurrence, ici, vous pouvez voir que ce dossier TM-User, ou l'utilisateur TM-User, a un quota effectif de 50 gigabits. L'application Time Machine ne pourra pas donc utiliser plus de 50 Go. Sur Mac, vous devez ensuite configurer votre Synology NAS en tant que point Time Machine. Vous rentrez ensuite votre utilisateur que vous avez précédemment créé, donc en l'occurrence TM-User. Et enfin, votre Synology NAS est donc configuré en tant que sauvegarde Time Machine. Vous pouvez voir ici qu'une sauvegarde Time Machine a été faite et la sauvegarde est stockée sous forme de container et n'est donc pas accessible directement. Il vous faudra pour cela utiliser Time Machine sur votre Mac pour pouvoir restaurer les données. Nous allons maintenant dès à présent voir les possibilités qu'on peut avoir de mettre un Synology NAS en tant que source de sauvegarde. En tant que source de sauvegarde, vous pouvez donc faire une sauvegarde locale sur USB ou eSATA. Vous pouvez également faire une sauvegarde locale sur un autre volume ou sur le même volume que vous avez sur votre Synology NAS. En deuxième possibilité, vous pouvez sauvegarder sur un second Synology NAS sur votre réseau par exemple, ou un serveur compatible R5. La troisième possibilité est de faire une sauvegarde sur un fournisseur de services cloud, dont nous verrons les possibilités plus tard dans cette présentation. Pour cela, il vous faut utiliser l'application principale de sauvegarde, qui est donc intitulée Sauvegarde et réplication, et qui est installée de base, présente de base, sur tous les modèles de Synology NAS. Dans cette application de sauvegarde et réplication, nous retrouverons donc les différentes possibilités de sauvegarde, donc que ce soit en premier en local, en réseau ou sur cloud public. Nous allons dès à présent passer à une démonstration. Je vais vous montrer comment créer une tâche de sauvegarde, ensuite comment programmer cette même sauvegarde, vous développer avec vous qu'est-ce qu'une rotation des sauvegardes, la différence entre Smart Recycle et FIFO, donc First In, First Out en anglais, et enfin comment verrouiller une version de sauvegarde afin qu'elle ne soit pas supprimée. Nous allons donc maintenant passer à l'interface d'administration de DSM. Donc je vais dans l'application sauvegarde et réplication. Et je vais créer une tâche de sauvegarde. Donc, créer une tâche de sauvegarde des données. Pour cela, on va sélectionner une destination de sauvegarde existante donc que j'ai précédemment créée, notamment Local Archiving Storage 2. Vous sélectionnez vos dossiers à sauvegarder, en l'occurrence ici nous avons un dossier fichier à sauvegarder. Vous pouvez sélectionner aussi les applications et la configuration des applications à sauvegarder. Là nous arrivons aux paramètres de sauvegarde. Donc vous avez ici le nom de votre tâche de sauvegarde. Vous pouvez activer la sauvegarde des miniatures qui ont été réalisées à partir de PhotoStation. Vous pouvez également activer un calendrier de sauvegarde. Nous allons donc ici la mettre quotidiennement, tous les jours de la semaine. Une première heure d'exécution à 6h30, avant que les employés arrivent au travail par exemple.
Ici, nous arrivons sur les paramètres de rotation. Vous pouvez activer la rotation des sauvegardes. Et là, vous avez deux possibilités. J'ai mentionné précédemment quelle est la différence entre Smart Recycle et FIFO, donc First In, First Out. Vous avez ici, à partir des versions les plus anciennes, vous pouvez voir que sur un nombre de versions de sauvegarde à 256, on peut remonter jusqu'à 9 mois. Lorsqu'on active Smart Recycle, on peut remonter jusqu'à 57 mois. Quelle est la différence? Eh bien, après 4 semaines de backup, Smart Recycle ne conserve des versions que à partir d'une certaine période, car ces anciennes sauvegardes sont beaucoup moins intéressantes que les plus récentes. Nous pouvons donc ici changer, par exemple, la fréquence des sauvegardes. Vous avez un nombre de versions de sauvegarde qui est à 40, et on peut remonter jusqu'à 15 semaines de sauvegarde. Si je repasse sur l'ancien paramètre à partir des versions les plus anciennes, vous avez des sauvegardes qui ne seront que de 5 semaines. Smart Recycle peut être plus intéressant si vous considérez que les sauvegardes les plus récentes sont les plus intéressantes. Nous appliquons donc cette sauvegarde. Comme nous avons précédemment programmé la sauvegarde à 6h30, il faudra faire une sauvegarde maintenant. Donc je lance la sauvegarde et vous pouvez suivre ici le déroulement de cette sauvegarde. Vous avez une notification lorsque la sauvegarde a été finie. Nous allons voir maintenant comment restaurer les données. Donc, vous sélectionnez votre tâche de sauvegarde et vous cliquez sur Restaurer. Vous pouvez restaurer que ce soit la tâche entière ou par fichier et dossier individuel. Si je clique sur les fichiers et dossiers individuels, nous avons ici le navigateur des versions. Et là, nous pouvons parcourir l'arborescence des dossiers et fichiers qui ont été sauvegardés. Vous pouvez cliquer dessus et le restaurer, le copier vers une autre destination ou le télécharger. Vous avez la possibilité de verrouiller les destinations de sauvegarde. Ici, nous avons des destinations de sauvegarde qui ont été créées spécifiquement pour le webinar. Je vous ai mentionné tout à l'heure comment verrouiller une sauvegarde que vous trouvez potentiellement plus intéressante que les autres parce qu'elle a été réalisée par exemple à un moment critique. Vous avez la possibilité de verrouiller cette sauvegarde afin qu'elle soit conservée et qu'elle ne soit pas automatiquement supprimée dans la suite. Sur vos tâches de sauvegarde précédemment créées, vous avez la possibilité de modifier votre tâche de sauvegarde existante, par exemple d'accéder à des informations plus complètes sur la programmation de cette sauvegarde. Pour une sauvegarde locale, vous avez différentes possibilités, notamment de sauvegarder sur clé USB, sur un périphérique RDX, sur disque dur externe avec des disques durs eSATA par exemple, ou bien de sauvegarder sur une unité d'extension Synology. Vous pouvez voir sur cette capture d'écran que deux clés USB ont été branchées et DSM leur a attribué un nom en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été branchés. Ceci peut être bénéfique, mais peut parfois porter à confusion. Par exemple, dans le cas où vous assignez les tâches de sauvegarde à des périphériques spécifiques. Pour éviter cela, il y a la possibilité de renommer les périphériques externes, car ils sont traités comme des dossiers partagés. Pour cela, il vous faut atteindre le panneau de configuration et cliquer sur l'onglet des dossiers partagés. Ici, nous avons USB Share 1, donc la clé USB qui a été branchée en premier, ainsi que USB Share 2, clé USB qui a été branchée dans un deuxième temps. Vous pouvez modifier le nom de ce dossier partagé en cliquant sur éditer le dossier partagé USB Share 1. Ici, nous allons lui attribuer un nom différent, comme par exemple clé 1. Et il va conserver ce nom de dossier final. Donc, par exemple, pour l'attribution et tâches de sauvegarde, vous pouvez sereinement lui attribuer ce nom de clé 1,
car si jamais vous le débranchez et rebranchez, conservera le même nom. Ce nom se sera enregistré par DSM. Pour la sauvegarde locale, vous pouvez accéder dans le panneau de configuration au périphérique externe et ainsi obtenir les différentes informations de ces périphériques externes. Donc ici nous avons deux clés USB qui ont donc le même fabricant et qui ont également le même type de système de fichiers. Je parle du système de fichiers car il y a seulement certains systèmes de fichiers sont supportés par Synology. Nous avons donc, en tout cas pour les périphériques externes, nous avons donc des systèmes de fichiers Linux, donc X3 et X4, des systèmes de fichiers plus anciens comme FAT et FAT32, des systèmes de fichiers Mac comme HFS et HFS+, et enfin, système de fichiers Windows, NTFS. Il est à noter que seulement les modèles avec processeur Intel et Annapurna quad-core peuvent lire et écrire sur des partitions HFS, HFS+. Il est recommandé de voir les fiches techniques pour les particularités de ces modèles. Windows peut seulement lire FAT et FAT32 et NTFS. Pour d'autres formats, des logiciels tiers sont nécessaires. Si une clé USB ou un disque dur externe n'est pas reconnu, il doit être formaté. Et les options possibles offertes par DSM sont X3, X4 et FAT32. Il est également possible de mettre en place des permissions pour les périphériques externes. Vous avez également la possibilité de sauvegarder sur un second Synology NAS ou un serveur R5. Ici, nous avons choisi un type de serveur Synology. Il vous suffit pour cela de rentrer le nom ou l'adresse IP du serveur et de rentrer vos accès que vous avez sur le Synology NAS distant. Vous avez également la possibilité de sauvegarder sur cloud public. Nous avons pris ici l'exemple de Amazon S3. Il vous suffit de rentrer votre access key et votre secret key pour pouvoir sauvegarder vos données sur ce service de cloud public. Sur les options de cloud public que nous avons dans l'application sauvegarde et réplication, celles qui sont directement, ou en tout cas les services directement intégrés dans cette application sont Amazon Web Services, donc S3, SFR Cloud, Microsoft Azure et iCloud S3. Vous avez d'autres options avec des paquets externes, donc iDrive, Elephant Drive et Amazon Glacier. Nous allons maintenant passer à notre troisième thématique, celle de la sauvegarde serveur. Dans cette thématique, nous verrons premièrement comment sauvegarder la configuration du serveur Synology NAS. Deuxièmement, la sauvegarde des lunes. Et finalement, nous verrons le clonage et la prise d'instantané de lunes. Pour la sauvegarde de configuration, il vous suffit pour cela d'aller dans le panneau de configuration, dans l'onglet Mise à jour et restauration, et d'appuyer sur le bouton Sauvegarder la configuration pour obtenir un fichier qui pourra être ensuite restauré sur un autre Synology NAS. Cela peut être intéressant, par exemple, pour pouvoir restaurer rapidement un serveur ou de configurer un serveur et ensuite de télécharger la configuration sur d'autres serveurs Synology NAS. Il vous est possible aussi de pouvoir brancher des disques virtuels sur vos ordinateurs avec une connexion en iSCSI. Dans cet exemple, nous avons un disque virtuel, un iSCSI Lune de 10 Go, qui a été monté sur un poste Windows. Nous allons voir dans la suite de cette présentation comment sauvegarder ces mêmes lunes. Comment se passe la sauvegarde de lune? Eh bien, la tâche de sauvegarde est créée de la même façon qu'une tâche de sauvegarde des données. Il vous suffit juste, quand vous cliquez sur le bouton Créer, de sélectionner une tâche de sauvegarde des lunes. Comment ces données sont sauvegardées? Dans des containers et ne sont pas immédiatement accessibles, similaire à ce que nous avons pu voir avec Time Machine. En résumé de la sauvegarde serveur, les données sont sauvegardées dans des containers, en tout cas pour les lunes. Le lune entier est sauvegardé, peu importe la quantité de données qui est réellement présente sur le lune. Les lunes ne peuvent pas être sauvegardées sur des disques durs externes avec les formats de partition suivantes, donc FAT, FAT32, HFS et NTFS. Également, il est important de noter que seulement la première sauvegarde est complète. Les sauvegardes suivantes seront incrémentales. Nous allons maintenant donc voir sur la sauvegarde serveur
qu'est-ce que le clonage de l'une et les instantanés de l'une? Clonage est une copie exacte d'un l'une. C'est un moyen rapide et simple de créer de multiples versions d'un unique l'une. Vous devez par exemple mettre en place une station de travail pour un collègue avec des machines virtuelles. Vous passez plus d'une heure à créer des lunes, installer les machines virtuelles, le logiciel, tout configurer. Mais vous avez plus d'un poste de travail à déployer. Vous devez par exemple en avoir 5, 10 ou 50. Pour vous sauver du temps, vous pouvez juste cloner le lune que vous venez de créer. Il vous suffit juste de cliquer pour cloner rapidement ces disques virtuels. La différence entre le clonage de l'une et prendre un instantané de l'une, qu'un instantané est une sauvegarde à un instant T. L'avantage, les avantages, c'est que la création de cet instantané est très rapide, mais également la restauration de cet instantané est aussi très rapide. Pour la sauvegarde de l'une, de serveur, on peut prendre des instantanés de l'une. Ici, vous avez une application qui est disponible sur le centre de téléchargement sur Synology.com, qui est appelée Synology Snapshot Manager pour VMware, qui permet de prendre des instantanés dits applications consistantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez deux types d'instantanés, ceux qu'on appelle crash consistent et ceux qu'on appelle applications consistantes. Lorsque des applications sont en train de tourner sur un serveur, il peut y avoir des transactions en cours, c'est-à-dire des échanges entre les fichiers et le serveur. Lorsqu'un instantané est pris, tout ce qui était dans la mémoire est envolé. Donc, crash consistent, ce sont ces instantanés. Cela signifie que c'est la même chose que si on avait débranché brusquement la prise de courant et par la suite de la rebrancher. La plupart des applications peuvent aujourd'hui récupérer de ce genre d'incident. Toutefois, dans le cas de données critiques d'une entreprise, cela ne suffit pas. Des instantanés application consistent signifient donc que les transactions en cours sont également sauvegardées, ce qui permet d'assurer la continuité de service une fois l'incident terminé. Ça a son importance par exemple sur des applications de base de données, où vous avez des milliers de transactions qui peuvent être réalisées dans la seconde et qui seront perdues dans le cas d'un instantané crash consistent, tandis qu'ils seront sauvegardés dans le cas d'un instantané application consistent. Sur la sauvegarde serveur, le clonage de l'une et l'instantané de l'une que je vous montrais précédemment, vous pouvez facilement, dans l'application gestionnaire de stockage, aller dans l'onglet des iSCSI lunes et vous avez des boutons pour créer ces mêmes lunes ou bien les cloner, créer des instantanés. Nous allons donc voir maintenant des cas particuliers. Si vous voulez par exemple procéder à une sauvegarde identique sur plusieurs disques externes ou clés USB RDX, il vous suffit de respecter la procédure suivante. Vous créez d'abord une tâche de sauvegarde avec USB Share 1 comme cible. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, DSM nomme les périphériques externes en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été branchés, USB Share 1, et donc la première clé USB branchée. Vous pouvez ensuite lancer la tâche de sauvegarde. Une fois celle-ci terminée, vous éjectez le disque dur externe, clé USB ou RDX, et vous branchez le suivant. Finalement, vous répétez les étapes 2 et 3, autant de fois que nécessaire pour avoir plusieurs sauvegardes. D'autres cas particuliers, prenons l'exemple d'une extension programmée du NAS qui se déclenche, mais une tâche de sauvegarde est en cours. Que se passe-t-il donc? Eh bien, l'extension est annulée, car l'intégrité des données a toujours la plus haute priorité. Deuxièmement, si une tâche de sauvegarde programmée prend plus de temps qu'il n'est disponible avant la prochaine sauvegarde, eh bien, si une sauvegarde est en cours d'exécution, la prochaine sauvegarde pour la même tâche sera sautée. Finalement, si plusieurs tâches de sauvegarde sont lancées en même temps, une liste d'attente est toujours créée. Sur les possibilités de sauvegarde cloud, quels fournisseurs de services sont disponibles? Eh bien, sur l'application CloudSync, vous avez Google Drive, Dropbox, Baidu Cloud, OneDrive, Box, Ubique, ainsi que le stockage S3 sur WebDAV, Yandex, Amazon Cloud Drive ou Megadisk. Sur les sauvegardes cloud, pourquoi faire des sauvegardes sur cloud public? Eh bien, par exemple, lorsque vous voulez vous protéger contre un cambriolage, un dégât des eaux ou un feu qui pourrait arriver sur l'emplacement de vos bureaux.
Vous devez donc vous prémunir de ces risques et faire une sauvegarde sur cloud public. Toutefois, il est à retenir que lorsque vous faites une sauvegarde sur cloud public, vous déléguez la responsabilité de vos données à ce même fournisseur de services. Vous avez la possibilité d'utiliser le Synology NAS comme un service cloud et par exemple avoir plusieurs Synology NAS sur site distant qui viennent se synchroniser ou effectuer des tâches de sauvegarde sur un Synology NAS maître. Nous allons donc maintenant passer à l'étude de cas sur Leica Geosystems, qui est un producteur mondial d'instruments de mesure avec plus de 200 ans d'expérience. La mission, en tout cas l'objectif qui était donné, était de chercher une solution de sauvegarde redondante pour plusieurs bureaux internationaux. Il leur fallait un stockage principal pour les données de l'entreprise, et tout cela devait pouvoir être managé à partir du centre IT en Suisse. La solution a été de prendre 12 RS2212 RP+, comme solution de sauvegarde pour les bureaux internationaux, mais aussi comme solution de stockage principale pour les données. Donc ces bureaux internationaux sauvegardaient les données sur le centre IT en Suisse, sur un NAS maître, et ce NAS maître pouvait contrôler à distance l'état de santé de ces Synology NAS grâce à l'application CMS présente en standard sur les Synology NAS. En résumé de ce webinaire, nous avons vu en introduction ce que signifiait un désastre au regard des données et à quel point il est important de procéder à une sauvegarde. En première partie, nous avons pu voir les possibilités de mise en place des solutions Synology à la fois comme destination de sauvegarde, donc pour accueillir des données, mais aussi en source de sauvegarde, c'est-à-dire sauvegarder les données présentes sur le NAS. En deuxième partie, nous avons vu les possibilités de sauvegarde serveur, que ce soit sur la configuration du serveur, à des fonctions plus avancées, notamment en lien avec la virtualisation comme le clonage et les instantanés de l'une. En troisième partie, nous avons pu voir les possibilités de partage sur cloud public et les solutions associées. Finalement, nous avons vu cette étude de cas de Leica Geosystems. Je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi ce webinaire avec nous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à frwebinar@synology.com.